L'immobilier pour tous, une émission présentée par Michael Toubiana, étudiant en immobilier. Les amis, bonjour à tous. On se retrouve pour ce 6e numéro de l'immobilier l'immobilier pour tous, toujours aussi content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler du co-living, un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur en France. Vous savez, toutes les émissions, on vous met en avant des secteurs d'activité, des métiers dans l'immobilier. Et aujourd'hui, c'est le co-living. C'est une émission faite par des jeunes, animée par des jeunes, avec des jeunes autour de moi et pour des jeunes. Et puis, pour parler co-living, qui de mieux que d'inviter déjà Victor, fondateur de la Casa. Comment ça va, Victor ? Très bien, Michael. Ouais, merci, super. Merci de m'inviter. Écoute, avec grand plaisir. Comme je t'ai dit avant, jeune, ça me fait plaisir. Comme je t'ai dit avant l'émission, c'est un honneur de t'avoir autour du plateau parce que ça fait du coup 3 ans que je suis un petit peu tes aventures avec la Casa. Tu vas nous expliquer un petit peu ce que c'est la Casa, etc. tout au long de l'émission. Et puis on a Alexandre, fondateur de Co-Live Me. Comment ça va ? Ça va très bien. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Toi aussi, je te suis. Merci. Toi aussi, je te suis depuis 2 ans pour le coup. Exactement. Et puis, je suis très très content de vous avoir autour du plateau, des spécialistes du co-living. J'espère que on va apprendre plein de trucs à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent aujourd'hui exceptionnellement live Facebook. On nous voit, on est filmé, donc faites des beaux sourires. Tout le monde nous regarde. Et je vous propose de passer tout de suite. Non, avant de passer à la première séquence, je vais vous donner un petit peu les différentes séquences qu'on va faire. On va faire première séquence #LADEF, deuxième séquence #en toute intimité, troisième séquence #attrape-moi si tu peux, et la 4e séquence, pour terminer, #le débat. Et je propose, si vous êtes OK, de passer à la première séquence #LADEF. L'immobilier pour tous, #LADEF. Dans cette première séquence, on va définir les mots-clés. Et pour commencer, je vais demander à Victor, si tu le veux bien, de nous donner les différences entre le co-living et la colocation. Déjà, le co-living, c'est nouveau. La colocation, c'est pas nouveau. Mais je dirais que les 2 différences principales, c'est que le co-living, on pense, ça se fait dans des biens qui sont aménagés pour la vie en communauté. D'accord. La colocation, c'était plus le fait de se rassembler pour partager un loyer, mais pas forcément dans des endroits qui étaient pensés pour ça. En pratique, par exemple, à la Casa, chacun a sa chambre et sa salle de bain. On a rarement ça dans des colocations dans un appartement à Paris. Et puis ensuite, il y a beaucoup de services. Okay. Et donc, on a vraiment une forme de logement dans lequel on n'est pas à l'hôtel, mais il y a beaucoup de services qui sont apportés. D'accord, donc différence des espaces plus privatifs, on va dire, plus équipés. Des espaces pensés pour ça, pensés pour la vie en communauté. D'accord, et des services en plus. Exactement. Dans le co-living. Très bien, c'est un peu la colocation 2.0. Est-ce que je peux dire ça ou pas ? Oui, on peut dire ça. Disons que la colocation, ça répondait à un besoin d'abord économique, mais aussi de vivre ensemble. Mais ça pose aussi pas mal de problèmes quand les appartements ne sont pas pensés pour ça, quand il y a pas mal de problèmes qu'il faut régler. Et dans ce cas-là, qui s'y colle il peut y avoir des zones de conflit potentiels. Le co-living, ça essaye de garder tous les aspects positifs et de gommer c'est toute une les offre, points de friction. Ouais. Toute une offre qu'on propose aux futurs locataires qu'on appelle co-liver. Exactement. Ouais. D'ailleurs. Alexandre, Oui. Pour toi aujourd'hui, toi qui as une marketplace spécialisée en annonces de co-living, Exactement. Quels sont aujourd'hui les différents acteurs et leurs différences sur le marché ? Alors les acteurs, on pourrait déjà penser ceux qui sont les co-living ruraux et les co-living urbains. Le co-living rural qui est plus un co-living pour tout ce qui est retraite ou autre. Le co-living urbain, après, comment on peut le découper ? Nous, on aime bien le découper par taille. D'accord. Donc il y a différentes tailles. Il va y avoir les co-living dans les maisons ou les appartements. Donc ça va être de 5 à 20 chambres. Par exemple, totalement le modèle de la Casa. Ok. Après, il va y avoir des modèles plus qui se rapprochent de l'appart-hôtel, de la résidence étudiante, entre 100 et 200 chambres. Et après, vous avez les modèles, les gros paquebots type éclat avec 1000 chambres. Alors, leur différence... 1000 chambres quand même ? 1000 chambres. 1000 chambres. En France ? C'est à Massy-Palaiseau. Donc, c'est pareil, là où on parlait de... Mais c'est là où on parlait de réinvention de la colocation. Ouais. Eux, ils ont réinventé la résidence étudiante. D'accord. Et qu'est-ce qui va les différencier ? En fait, pour nous, déjà les espaces communs qui sont mis à disposition. On c'est sûr, plus l'espace est grand, comme l'éclat, plus on a des 1000 mètres carrés d'espace commun.
Après, même dans les espaces type 5-20 chambres des maisons, il va y avoir une salle de cinéma, il va y avoir un espace de coworking, il va y avoir une grande terrasse. C'est ça qui est recherché en fait dans le co-living. D'accord. Et après, ce qui va les différencier aussi, c'est le côté communauté et service que va vouloir apporter l'opérateur. Si lui va se dire, voilà, moi je veux vraiment apporter du service, je veux apporter des événements, je pense qu'on a là l'un des meilleurs représentants pour tout ce qui est événements et communauté avec la Casa. Mais si on veut apporter quelque chose, l'opérateur va vraiment apporter un plus qui n'existe nulle part ailleurs. Après, il y en a, ils sont plus là sur l'espace flexibilité et le tout en un et amélioration de l'habitat et avec moins d'espace pour la communauté. Alors du coup, que ce soit dans des immeubles de 1000 chambres ou dans des maisons de 20 chambres, quel est le profil type pour toi, Victor, du co-liver? Alors, je pense que la question, c'est de savoir à qui on s'adresse. Nous, je pense que le co-living, ça s'adresse en général à des gens qui vivent seuls à un moment de leur vie sans l'avoir choisi. Voilà. Et donc, c'est très, très large. Ça peut être des jeunes, ça peut être des gens d'âge moyen, ça peut être des gens plus âgés. Simplement, ils vivent seuls à un moment de leur vie et ils ne l'ont pas choisi. Voilà. Alors nous, à la Casa, on s'adresse à des gens qui sont des jeunes actifs. Alors c'est assez large parce que ça va de 20... Ça veut un peu tout rien dire, quoi, jeunes actifs. En gros, les résidents à la Casa, ils ont entre 22 et 47 ans. Voilà. Donc ça donne une tranche quand même assez large, mais ils arrivent seuls. Ils repartent pas toujours seuls, d'ailleurs. C'est un lieu de rencontre. Exactement. On peut tout rencontrer. Et je dirais que le co-living, ça répond à deux besoins. Un besoin qui est d'habiter un lieu confortable, et on va partager des parties communes tout en ayant des parties privatives. Et puis un besoin de lien social. Et quand on arrive dans une grande ville comme Paris, qu'on n'y a pas forcément grandi, fait ses études, c'est pas facile de rencontrer du monde. Et le co-living, ça répond à ça. Donc du coup, le profil type, c'est des gens plutôt nouveaux à Paris, qui arrivent pour le boulot, qui ont envie d'être bien logés, de façon confortable, pas dans un clapier au centre de Paris, et de rencontrer des gens sympas. Tout le monde peut se payer un co-living ? Par exemple, la Casa, en moyenne, ça coûte 950 €, mais avec beaucoup de services. Si on enlève les services et l'énergie qu'il va falloir payer ou par ailleurs, on est à 650 € pour 25 mètres carrés en moyenne de logement meublé. Et je pense que ça reste abordable. Ouais. C'est quoi le co-liver le plus jeune que vous avez ? Ça doit être 22 ans. 22 et le plus vieux ? 47. Vivent ensemble ? Ouais. Incroyable. C'est fou, ça fait une mixité sociale, ça fait une mixité de génération, c'est ouf. Tout le monde doit apprendre une tonne l'un sur l'autre, quoi. En fait, nous, on s'assure que tous les gens qui viennent habiter à la Casa ont envie de vivre en communauté et cherchent pas avant tout un logement bien placé. Okay. Et donc, vivre en communauté, ça veut dire être curieux, un peu tourné vers les autres, avoir envie de faire des rencontres. Et finalement, l'âge est quand même secondaire quand on a cet état d'esprit-là. Okay. Et si je peux compléter en plus sur les profils, c'est vrai que nous, c'est les demandes qu'on a, c'est principalement du 25-35 ans, totalement ta cible, Victor. Après, nous, on a une nouvelle cible qui arrive. Il y a toutes les familles monoparentales, avec toutes les séparations, où on a souvent des demandes de maman, de papa, qui nous disent, voilà, moi, une semaine sur deux, j'ai mon enfant. Est-ce que vous avez déjà des solutions qui existent ? Donc en France, pour l'instant, ça n'existe pas encore. Ouf. Mais aux États-Unis, ils en ont déjà développé. Donc je pense que certains opérateurs, peut-être un jour, il y aura la Casa des familles monoparentales. Un parent peut venir avec son enfant. Pour l'instant, non. Non, mais en France, dans quelques années, ça devrait. On l'espère, parce qu'il y a un vrai besoin. Il y a un vrai besoin, il y a une demande. Donc on espère que ça pourra se développer, parce que nous, on a des demandes. Et au-delà du 47 ans, nous, on a même des personnes qui ont 50, 60 ans. Okay. On n'a pas forcément le profil. On a aussi des gens qui sont très très riches et qui nous disent, voilà, moi j'ai juste besoin d'un espace où j'ai pas envie d'être dans mon hôtel 5 étoiles, d'être tout seul le soir, mais j'ai envie de rencontrer du monde. Donc on a vraiment aussi pareil des profils totalement différents. Cool. Et du coup, Co-Live Me, donc vous recensez plein d'annonces de co-living en France. Que en France ? Que en France pour le moment. Que en France. Tout à fait. Si tu devais définir ta boîte, comment tu la définirais ? Alors nous, on est une start-up déjà de BNP Paribas Real Estate. Déjà, ça c'est déjà un point assez spécifique. C'est eux qui vous ont lancé ou vous ont racheté ? C'est eux qui nous ont lancé. On a été incubés au sein du groupe. Je te raconterai peut-être plus tard l'histoire. Ouais. Et en fait, nous, on est la première plateforme de mise en relation entre des particuliers qui cherchent à vivre une expérience en co-living et des opérateurs de co-living. On est le plus grand vivier d'annonces en co-living en France. Aujourd'hui, on recense à peu près plus de 230 espaces à travers toute la France. 230 chambres. 230 lieux.
plus de 6000 chambres. Ok, c'est différent. Ouais. C'est totalement différent. On a eu un gros pouce au moment du Covid. Pourquoi ? Parce qu'il y a toutes les personnes qui ont aujourd'hui de grands apparts qui mettaient sur Airbnb. On a aujourd'hui tous les hôteliers qui veulent se redéfinir et qui voient qu'aujourd'hui leur offre traditionnelle ne fonctionne plus et qui essayent de venir sur le co-living en proposant toute cette couche de services et de logements meublés. Non, mais ça a pris une ampleur de malade, le co-living. Avec tout ce qui s'est passé, moi j'y crois beaucoup. Et je pense que vu les conditions et le contexte et tout ce qui s'est passé, c'est une offre qui je pense, qui va exploser et qui est très appréciée. Ah bah ça, nous on y croit. Et donc ça, en fait, la plateforme, c'est notre premier côté, le B2C pour les particuliers. Et on a un autre côté pour les opérateurs, parce que nous, avec donc Lionel, l'autre cofondateur de Co-Live.me, on y croit vachement aussi à qui devait être là. Et du coup, c'est toi, Alexandre. En ce moment, il est à Brest, donc s'il nous écoute de Brest... Enchanté, Lionel. Et en fait, on les aide aussi à se développer sur leur immobilier. Donc on met en avant potentiellement toute l'expertise de BNP Real Estate, mais aussi d'autres promoteurs et d'autres acteurs de l'immobilier, soit pour trouver des investisseurs, soit pour reconvertir des immeubles de bureaux en espaces de co-living, soit pour travailler avec des promoteurs dans des projets neufs. D'accord. Et typiquement, nous, aujourd'hui, on a travaillé l'année dernière sur 5 projets qui ont vu le jour, notamment un immeuble de bureau de 1800 m² à Issy-les-Moulineaux, qui va être reconverti en espace de co-living. Alors, vous avez travaillé en tant que quoi ? En tant qu'apporteur d'affaires de mise en relation. On a fait la mise en relation entre le propriétaire et l'opérateur. Et l'opérateur. Et notre ensuite, objectif, vous distribuez les chambres sur votre plateforme. Exactement. C'est un peu du win-win. Donc, notre objectif, c'est qu'on arrive cette année à faire le premier deal avec la Casa. On en a proposé pour l'instant. Pour l'instant, c'est pas encore fait. On en a proposé. Ça mais c'est le jour. Ça va venir. Mais ça va venir, on y croit. Et donc ça, c'est notre côté immobilier. Okay. Et on a aussi un autre côté qu'on essaye de développer sur tous les services. Donc on négocie notamment des partenariats avec des grosses marques d'ameublement pour pouvoir négocier des prix un peu au rabais pour les opérateurs pour pouvoir aussi avancer. Vous êtes multifonction, quoi. Vous êtes le couteau suisse. Exactement. On veut travailler 360 et notre objectif, c'est juste servir les opérateurs. Parce que nous, on s'est dit, à la base, on veut pas créer un énième opérateur. Et donc, comment servir ce projet Voilà. Victor, comment tu me définirais du coup la Casa ? Comment dire ? Au début, on avait un slogan qui était assez compliqué, qui marchait pas, et puis on a vraiment réfléchi. C'était quoi ? C'était des maisons à animer, à partager entre passionnés, un truc assez complexe. Et puis après avoir pas mal réfléchi, on s'est dit la Casa, c'est le co-living des futurs amis. Et honnêtement, au début, j'assumais pas trop le truc parce que je trouvais qu'on faisait une promesse qui était difficile à tenir, qui était forte et qui était difficile à tenir. Et aujourd'hui, j'assume beaucoup plus ça parce que je considère que dans le co-living en général, il y a une recherche de flexibilité et d'espace à partager et que beaucoup d'opérateurs proposent ça c'est clair. Qu'en revanche, la promesse de vie en communauté, qui est un vrai besoin, elle est difficile à tenir. Et je pense que nous, on arrive à la tenir par des petites unités de 12-15 personnes, par le fait que c'est de la cooptation, c'est-à-dire que c'est les résidents qui choisissent avec qui ils veulent vivre, et puis par le fait qu'il y a un thème à chaque maison qui rapproche par un goût commun et qui donne lieu à des animations. Et donc je pense qu'on est ça, je pense qu'on est le co-living des futurs amis et que c'est pour ça qu'il y a vraiment, il y a vraiment des vraies relations qui se créent. Alors, donc déjà 50% des départs, c'est des gens qui se sont rencontrés à la Casa et qui vont s'installer ensemble. C'est ouf. Donc ça, on peut parler de relations quand même. Et puis globalement, c'est assez impressionnant. C'est-à-dire que honnêtement, ça convient pas à tout le monde. Il y a des gens pour qui ça prend pas, il y a des gens qui partent. La durée moyenne de séjour, c'est 1 an et demi. Donc là-dessus, ça marche pas à tous les coups. Mais dans la plupart des cas, 3 ou 6 mois après, les gens sont vraiment très amis entre eux, alors qu'ils se sont rencontrés il n'y a pas si longtemps. Ok. Je suis subjugué parce que vous me racontez. Je trouve ça magnifique en plus avec les temps qui courent et tout. La solitude qui se fait ressentir par plein d'étudiants, par plein de jeunes, par plein de personnes qui sont seules et pouvoir se réunir dans des maisons faites pour ça. Je trouve ça juste magnifique. On passe tout de suite à la deuxième séquence, hashtag en toute intimité. L'immobilier pour tous, hashtag en toute intimité. Alors Lionel, on va rentrer un petit peu plus en intimité. Oui, excuse-moi. En fait, j'ai communiqué avec le nom Lionel toute la journée et du coup, non, Alexandre.
Tu as lancé du coup Call Leave Me au sein de BNP Real Estate. Tout à fait. Quand tu étais petit, c'était quoi ton rêve de métier? Tu voulais faire quoi? Moi, je voulais faire comme mon papa. Je voulais travailler dans les chantiers. Donc, Ok. assez simplement, j'ai fait une école d'ingénieur dans le bâtiment, le STP. J'ai testé les chantiers, puis j'ai découvert l'immobilier et surtout la promotion immobilière. Et j'y ai travaillé pendant 7 ans, d'abord en tant que responsable programme, puis après en tant que développeur grand projet, D'accord. avant de créer ce projet Call Leave Me. Donc ça a toujours été le bâtiment, c'est un peu l'âme que tu as. Au fond de- L'immeuble, pour dire que voilà, aujourd'hui on travaille pour quelque chose et qu'on voit les bâtiments monter. C'est une certaine fierté, et donc à mon avis, c'est pour ça que je veux toujours travailler dans l'immobilier. Victor, c'était quoi ton rêve, toi, quand tu étais petit? Et moi, quand j'étais petit, j'adorais le tennis et je voulais être le plus jeune vainqueur de Roland Garros. Sérieux? Et tu me verrais jouer au tennis, ça te ferait bien rigoler. Parce que Tu c'est sais pas du tout jouer? pas très bien. C'était un rêve fou, quoi. C'était un rêve fou, voilà. Et puis après, quand j'ai grandi, j'étais quand même j'avais un profil assez quand même créatif, tout en étant nul dans tous les métiers manuels. Et donc l'entrepreneuriat, j'ai vite compris que c'était fait pour moi, quoi. Ok, et du coup, quel a été ton parcours un petit peu? J'ai fait une école de commerce, même deux, parce que je fais HEC et l'INSEAD. Et après, j'ai bossé dans des boîtes où ça s'est pas bien passé, donc je me suis fait virer de mes Des boîtes de quoi? une boîte de logistique et une boîte de conseil. Et je me suis fait virer des deux premières. Et donc j'ai Ok. compris que pour pas me faire virer, il fallait que je bosse pour moi. C'est ça. Et donc j'ai On monté. peut pas s'auto-virer. Et j'avais monté donc une première boîte il y a une quinzaine d'années qui s'appelle Urban Soccer et qui fait des centres de foot un peu partout en France. Sérieux? Ouais. Ça t'appartenait, Urban Soccer? La J'étais marque? j'avais avec des associés, mais j'étais le fondateur, ouais. Ah, c'est ouf. Et donc j'ai fait ça pendant une dizaine d'années et avant de monter la Casa. Ouais. D'accord. Ah, du coup, ça se rejoint un peu, la communauté foot, la Ça se rejoint. communauté. Ça se rejoint. Il y a, Ouais. il y a un lien, du coup, entre les deux boîtes que tu as montées, quoi. Ouais, dans les deux, en fait, il y a. Il y a l'esprit de communauté, on va Dans les dire. deux, il y a une vraie demande. Il y a une offre qui n'est pas satisfaisante. Et puis, il y a aussi des nouveaux usages de l'immobilier qui permettent de trouver un bon modèle. Et du coup, Donc, tu as lâché c'est assez Urban proche, Soccer? ouais. Non, enfin, Urban Soccer, ça avait beaucoup grossi. Et moi, j'étais arrivé à un moment où j'étais plus développeur que vraiment gestionnaire et j'avais envie de passer à autre chose. Ok. Et donc, j'ai vendu mes parts à mes associés qui dirigent toujours la boîte. Et je suis parti en voyage pendant 1 an pour chercher des nouvelles idées. Et j'ai D'accord. trouvé ce modèle de co-living aux États-Unis. Et je me suis Ok. inspiré de ça. D'accord. J'ai vu un petit peu sur les réseaux que tu voyageais beaucoup. avec J'ai ta fait un famille. voyage. Ah, c'est uniquement un voyage? Non, mais ça m'arrive de partir en vacances, Ouais, mais mais- j'ai fait ok. un voyage autour du monde en D'accord. famille pour chercher Ok, justement c'est ça que j'avais vu, alors. l'idée d'après. Ouais. D'accord, magnifique. Et du coup, tu nous as parlé des thèmes tout à l'heure. Pourquoi mettre des thèmes? Est-ce que ça a vraiment une valeur ajoutée, tu penses? Alors, il y a un côté un peu marketing dans le thème, ça c'est clair, c'est assumé. L'idée, on en revient à comment on crée une communauté. Et moi, je considère qu'on crée une communauté quand les gens sont pas très nombreux, qu'ils restent longtemps, qu'ils ont le temps de se connaître, qu'ils se choisissent et qu'ils ont des goûts et des activités communes. Le thème, ça marche pour les goûts et les activités communes. Donc, à la Casa des Chefs, il y a des gens qui s'intéressent à la cuisine. Ils sont pas du tout obligés de bosser dedans, mais ils s'intéressent à ça. Et puis, une fois par mois, il y a un chef qui vient leur donner un cours dans la casa avec les ingrédients, ils cuisinent ensemble, ils dînent ensemble. Donc, c'est la soirée super sympa. Et ça va être pareil à la casa des sportifs, où il y a un coach sportif qui vient une fois par mois. Donc, ce thème, c'est un moyen d'être rassuré sur le fait qu'on aura des goûts communs. D'accord. Et ensuite, de faire des animations de vie en Mais du coup, communauté. ça veut dire que s'il y a une chambre de disponible et que quelqu'un la veut, mais que la nourriture, c'est pas du tout son truc, il peut pas la prendre? Ouais, alors ça, c'est la bonne raison pour pas venir. C'est-à-dire que si le thème te plaît pas du tout, il faut pas y aller. En revanche... Mais si la personne veut venir, c'est vous l'interdit, enfin, vous lui Non, dites enfin, nous, on n'interdit rien du tout, c'est de la cooptation. Donc, Ok. mais s'il arrive à la casa en disant, alors moi, par contre, je suis allergique à la cuisine, je veux pas en entendre parler, et puis Ok. surtout, avec les odeurs, ça me gêne, faut pas cuisiner quand je suis à la maison, il Ouais, va c'est pas être pris, quoi. C'est pas pour lui, quoi. C'est pas pour lui. Donc en revanche, à partir du moment où on n'est pas contre le thème, et comme on s'adresse à des gens curieux qui ont envie de rencontrer du monde, on peut avoir un niveau vraiment de base, cuisine au micro-ondes, jusqu'à avoir passé son CAP cuisine. Il y a de tout. Si tu devais nous décrire un peu une journée type, qu'est-ce que tu fais dans tes journées? Quel est ton taf au final? Quelles sont tes activités?
Parce que c'est vrai que l'entrepreneur, celui qui est à la tête d'une société, on sait jamais trop ce qu'il fait. Il fait un peu tout et tout, quoi. Et dans la Casa, au final, quelles sont tes activités? Alors moi, je passe un peu de mon temps à chercher des maisons dans lesquelles on va pouvoir faire des casas. Donc un peu développeur. Voilà. Okay. Il faut les financer, donc je passe pas mal de temps à chercher des sous. Ok. Et puis après, donc on est une équipe de 9 personnes où il y a Charles qui est mon associé qui gère les travaux, les opérations. Et donc quand j'ai les clés, je lui donne et c'est lui qui les rend. C'est une casa. Okay. Et puis on a Julien qui gère toute l'équipe marketing, communication commerciale, où ils sont 4 et où là l'idée c'est de créer les communautés. Où nous on trouve les fondateurs, c'est la moitié de la maison et qui eux choisissent l'autre partie de la maison. Et puis après de gérer l'animation et les rotations. Donc moi je coach cette équipe-là. Et puis après, le temps qui me reste, j'essaye de régler des problèmes. Et je pense qu'en fait, effectivement, souvent l'entrepreneur il bosse dans une petite boîte et la boîte elle réussit sur ses forces et elle échoue sur ses faiblesses, quoi. Et donc j'essaye de gommer toutes les faiblesses en réglant les problèmes quand il y en a. Et puis, une fois que les forces elles sont identifiées, de trouver les bonnes personnes qui vont pouvoir accélérer là-dessus. Donc, un peu de business et un peu de coaching. Et un peu de coaching. Voilà. Ok. Alexandre, toi, si tu devais nous raconter un peu une journée type en tant que cofondateur de Colive.me, ce serait quoi? Deux choses. Tout d'abord, la plateforme. Okay. Donc, un peu un rôle de product owner, suivre le projet, suivre le développement qui se fait, qu'est-ce qu'on va développer pour améliorer l'expérience client de la plateforme. Donc Okay. ça, c'est une grosse partie. Et une autre grosse partie qui est aussi le côté développement immobilier. Donc, aller trouver les promoteurs, aller trouver les brokers pour proposer des immeubles et après les proposer aux bonnes personnes et aux bons opérateurs pour pouvoir faire des deals. J'avais une question, comment Colive.me se rémunère? En fait, si j'ai bien compris, dis-moi si je me trompe, ouais. Vu que vous êtes un peu à 360, vous grattez un peu de l'argent de partout, non? À tous les échelons? Alors, notre business model, l'objectif d'une marketplace, c'est que le business model soit total, global. Okay. Donc, le business model principal, c'est de se rémunérer à la mise en relation réussie entre un particulier et un opérateur. Okay. Ça, c'est notre premier business model. Et après, nous, on va essayer de muscler ce business en essayant notamment de proposer des mises en relation sur l'immobilier, des mises en relation sur l'ameublement. Et en fait, notre objectif, c'est de trouver de plus en plus de produits à proposer, soit aux particuliers, soit aux opérateurs, pour pouvoir faire vivre Colive.me. Combien vous êtes chez Colive.me? On est 10. Et Casa? 9. C'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. Petite question pour terminer. Dans votre vie entrepreneuriale, si tu avais un rêve, ce serait lequel? Un rêve qui te ferait plaisir à un point que... J'ai pas trop de rêves. Okay. J'ai pas trop de rêves. En fait, moi, je suis entrepreneur parce que je me connais bien et je sais que ça me correspond et j'essaie de faire des choses dans lesquelles je crois. Et à l'inverse, comme je me connais bien, je cherche pas à atteindre des choses Et ton rêve avec la Casa? En fait, c'est pas vraiment un rêve. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Okay. Moi, je pense qu'on va avoir une centaine, peut-être 200 casas dans les 5 prochaines années. Qu'après, on va commencer à s'intéresser à d'autres cibles et aller en dehors de Paris dans les plus Combien de casas aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a 13 ouvertes et 17 en travaux. Ah oui, quand même. Ok. Et donc, tu vises les 200 dans 3 ans? Dans 5 ans. Dans 5 ans? Ouais. Ok. Nickel. Et toi, du coup, si tu as un rêve avec Colive.me, ça serait quoi? Déjà que ça cartonne en France, ouais. Que ça continue à grossir. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'un jour, notre investisseur nous dise, go, on y va et on va à l'international. Donc attaquer des pays comme l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne, là où le co-living est déjà assez bien développé. Ouais. Et donc pouvoir avoir cette expérience un peu à l'international pour pouvoir développer la marque co-living. J'ai une petite question qui me vient du coup. Toi, tu es actionnaire de Colive.me ou c'est BNP qui détient tout? Pour l'instant, BNP... Ah là, ils vous ont rien laissé. C'était le deal. J'ai encore une dernière question. Si vous aviez une galère à nous raconter, ce serait quoi? Victor, Alexandre? Une galère qui vous vient en premier dans votre vie entrepreneuriale? Non, je sais pas si on peut appeler ça des galères, mais c'était nous au début.
Au Ouais. début, quand on allait, ColliveMe n'existait pas, qu'on est arrivé, parce qu'on a commencé en fait pendant 6 mois d'incubation en lançant une simple landing page, donc une page vitrine, où on propose quelques espaces de co-living, et on était au tout début du co-living. Quand on va voir les opérateurs et qu'il y en a certains, non, ils nous disent non, nous on veut pas y aller, on veut pas être référencé au-dessus là-dessus ou autre. Oui, parce Au que début, vous c'était manquez de galère parce crédibilité. exactement, il faut prouver. Donc, une fois qu'on a passé cette première étape de se dire, les gens se disent que il y a une vraie valeur d'être sur ColliveMe, là, c'est cool. Ok. Mais avant, il a fallu prouver. C'est le métier aussi de business C'est le developer. début, quoi. Exactement. Victor? Écoute, non, mais moi, c'est la même Pas de chose. galère. Non, si, c'est-à-dire que les galères, en fait, c'est le meilleur. Et effectivement, quand on démarre, la galère, c'est qu'on promet des choses et qu'on n'est on n'est pas sûr de pouvoir les tenir. Exactement. Et donc, Est-ce que le la meilleur, première ce serait maison, pas- si tu veux, la première maison, on a fait, donc on avait des espèces de photos de banque d'images en disant voilà, c'est ça qu'on va faire. Et quand on a fait la cooptation, on était très en retard sur le chantier et on venait de de réagréer les étages et donc on pouvait pas visiter les chambres. Donc les gens venaient voir la maison et on leur disait en fait vous pouvez pas aller dans les étages mais ça va bien se passer, ça va être super et croyez-nous ça va ouvrir dans 15 jours. Et donc là c'est vraiment un C'est acte le de foi stress, d'y croire. La deuxième maison, l'escalier il a été livré la veille de l'emménagement mais sans les marches. Allez, sur. Sans les marches. Et donc, on a bricolé des marches. Et le premier jour, il y a un mec qui est passé à travers la marche et qui s'est heureusement pas fait mal. Et en fait, tout ça, rétrospectivement, c'est des super souvenirs. En fait. Mais est-ce que au final, ce qui est bien dans la galère, c'est de la surpasser? Parce que la galère en elle-même. C'est des bons souvenirs après, c'est des sûr. bons souvenirs C'est après. là où on apprend. Ouais. C'est ça. Je pense que c'est là où on apprend le plus, pour avancer. On passe tout de suite à la troisième séquence. Hashtag attrape-moi si tu peux. L'immobilier pour tous, hashtag attrape-moi si tu peux. Allez, comme d'habitude, comme chaque émission, un petit jeu de rôle. Alors, je suis un nouveau arrivant à Paris. J'arrive dans 2 mois. Bon, il faut savoir que moi, j'ai habité à Nice toute ma vie. On retourne 3 ans en arrière, quand j'allais arriver à Paris. J'arrive dans 2 mois à Paris, je ne sais pas trop où aller, les loyers sont chers, j'ai peur. Et là, je tombe sur une annonce de co-living. Je me dis, mais c'est quoi le co-living? Ça a l'air sympa, il y a des gens, il y a des baignoires dans chaque chambre, etc. Ça a l'air intéressant, mais c'est un peu le flou total. Je sais pas trop qu'est-ce que je vais signer, comment ça va se passer, est-ce que ça va être ma résidence principale, comment ça va se passer, c'est tout nouveau. Donc, vous devez me convaincre à l'aide des questions que je vais vous poser. Vous me faites des réponses rapides, succinctes. Déjà, Mickaël, t'as été Ouais. sur ColliveMe, non? Pour chercher Ouais. tes... Ah, ça va. Vous avez monté co-living il y a combien de temps? Il y a 2 ans. Bah non, du coup. Ah mince. Et non, parce qu'il y a 3 ans, je suis monté là-bas. Ça n'existait pas encore. Première question, allez, on va commencer par Victor. Aujourd'hui, voilà, je suis intéressé par une des casas, on va dire la cuisine. Ok. Quel contrat je vais signer pour louer? Dans toutes les casas, tu vas signer le même contrat Ok. et tu vas signer un bail de colocation. D'accord. Loué de 89, résidence principale, tout ce qui est plus classique. Ok. Et un contrat de service pour tous les services qui sont apportés en plus. D'accord. Donc bail 89, c'est comme si c'était une colocation. Enfin, C'est tout une le monde colocation. tout le monde est dépendant de chacun. Ouais. Ok, d'accord. Ouais. C'est pas des contrats individuels. C'est un contrat, un bail unique de colocation que tous les colocataires signent ensemble. D'accord. Donc sur le contrat, il y a toutes les signatures. Sur le contrat, il y a toutes les signatures, puis après, il y a des avenants avec un représentant qui signe pour tout le monde et le nouvel arrivant qui signe. Ok. Attention. Après, Ouais, si je dis-moi. peux apporter une petite... Ouais. parce que donc là, c'est le modèle de la casa. Nous, on a une vision un peu plus globale. Ok. Le modèle aussi qui est beaucoup utilisé par les opérateurs de co-living, c'est tu signes en général un bail de logement meublé. Ce que tu vas signer pour un studio ou un 2 pièces meublé, Ok. c'est exactement la même chose. L'avantage, c'est d'avoir totalement une totale... de pas du tout être lié avec les autres locataires. Donc c'est en Ok. général aussi ce bail mobilité avec aussi un contrat de prestation de service comme la casa. Donc toujours 2 contrats, un contrat de Souvent. service Souvent. et un contrat d'hébergement plus Exactement. classique. Donc loi 89 dans le cas de la casa et des beaux meublés. Loi 89 également. Loi 89. Mais pour Également, les tout à lots fait. meublés, D'accord. exactement. Et donc du coup pas indépendant pour d'autres, enfin indépendant Indépendant. pour d'autres. Et du coup tout le monde est lié par le même contrat. Ok. Et du coup quand on doit partir,
Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un préavis? Comment ça se passe? Raconte. Il y a un préavis d'1 mois. Et donc, il y a un préavis d'1 mois et le dépôt de garantie est restitué sur l'état des lieux uniquement de la chambre qui est libérée. Donc, c'est extrêmement simple, flexible, il n'y a pas de problème. Et si du coup, demain, je paye plus mon loyer, est-ce que mes colocataires, mes colivers, sont redevables de mon loyer ou pas? Alors déjà jusqu'ici on n'a pas eu d'impayé parce que je pense que c'est pas l'état d'esprit des gens qui viennent habiter à la casa, mais on a une assurance loyer impayé pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on a une assurance loyer impayé groupe qui nous permet d'ailleurs de prendre certaines personnes qui ont des revenus un peu plus faibles parce qu'ils sont compensés par d'autres qui ont un revenu un peu plus fort. Et quand on a des profils qui pas CDI, qui ne rentrent pas dans les clous, là on fait appel à Garant.me, dont tu parlais tout à l'heure, que j'ai invité qui apporte une caution personnelle pour ces profils-là. Donc on a une assurance loyer impayé pour tout le monde. Donc en pratique, il n'y aura pas de problème de ce côté-là. Ok. Je suis intéressé par le co-living, je me dis mais quels services ils peuvent bien me proposer, tous ces opérateurs? Raconte-nous un petit peu. C'est hyper vaste. Hyper vaste, ça change, ça peut être tout et n'importe quoi. Après, voilà, en général, c'est le package tout inclus qui est proposé, donc toutes les charges dans le loyer. C'est aussi ça qui peut faire peur, on en parlait avec Victor avant, c'est ça qui peut faire peur aux personnes qui vont par exemple sur Co-Live.me. Et c'est là où nous, on a un vrai travail à faire là-dessus, parce que le prix d'affiche est quand même assez élevé, on va être sur du 900 000 euros, mais en fait, c'est un loyer qui s'explique. Parce que à ce loyer, si tu retranches l'ensemble des services, tu retombes après sur un loyer d'un T1 ou d'un T2 parisien. En gros, si tu prends un studio à Paris, tu vas payer ton loyer, puis après séparément, tu vas payer ton assurance habitation, tu vas payer, je sais pas, une femme de ménage, tu vas payer l'électricité, une salle de sport. Tout est compris, une salle de sport. Tout est et c'est là où est la force en fait du co-living, c'est que tu n'as plus besoin de t'occuper de tous les sujets administratifs. D'accord. Tu arrives, tu payes ton loyer et tout est pris en charge. Un roi. Exactement. C'est ça l'objet. Tout est fait pour toi. Et c'est ça qui est recherché. C'est un peu voilà, c'est comme un hôtel. Ouais. Tout est payé en payant son loyer. Tout est. C'est quoi le service le plus fou que un de tes opérateurs propose? Un service original. Moi j'aime bien. Si toi tu t'es dit ah ouais quand même. Non mais en province, il y en a qui proposent des piscines. Il y en a qui proposent. Moi j'aime beaucoup le principe de pouvoir proposer quand même une salle de sport. Ouais. Et puis après, quand on voit aussi les espaces communs, la cuisine, sur les casas, les cuisines hyper aménagées, les salons qui font juste rêver. Enfin, mais n'importe qui, personne à titre perso pourrait se le payer. Bien sûr. C'est là où le co-living a vraiment une vraie promesse. Ouais. C'est de pouvoir profiter d'espaces que personne ne pourrait avoir. Pouvoir profiter d'un salon, d'une terrasse ou d'un jardin juste à côté de Paris. On en a tous rêvé. Et c'est là où le Covid, je pense on en parlera peut-être après, mais je pense que ça a été pour le co-living, c'est un vrai boost. Parce qu'en fait, rester dans son studio de 20 mètres carrés et de pas avoir de beaux espaces communs et tout ça, c'est compliqué. Devant vous, hein. J'habite dans 15 mètres carrés. Voilà. Et je pense que quand tu vois les espaces La Casa ou autre, fait rêver. Et donc tu te dis, mais en fait, j'ai envie d'y aller. C'est pour ça que pour moi, c'est un vrai boost. Tout ce phénomène de confinement et autres, c'est un vrai boost. Je suis d'accord. Du coup, je suppose que comme on est plusieurs dans les maisons, dans les co-living, il y a un règlement intérieur à signer. Est-ce qu'on est astreint à des tâches de ménage ou j'en sais rien? Alors, je pense que tous les modèles sont différents. Nous, à la Casa, on a un modèle particulier dans lequel déjà les résidents ils sont chez eux. Donc, on leur propose de signer un pacte de colocation dans lequel ils prennent des engagements les uns vis-à-vis des autres. Mais après, comme ils sont chez eux, c'est eux qui le font vivre. Donc s'il y a des choses qu'ils ont envie de faire, de ne pas faire, d'autoriser ou d'interdire, c'est des décisions collectives. Et nous, on leur met simplement le pied à l'étrier en leur disant il faut que vous ayez un pacte de colocation, il faut que vous le fassiez vivre. Mais ensuite, ils sont chez eux et donc c'est pas à nous de leur dire vous n'avez pas le droit de faire ça. C'est des décisions collectives. Dans les autres opérateurs aussi. Ouais, mais en fait, c'est là où c'est assez fort et je rejoins totalement Victor, c'est que en fait, on pourrait penser, avec tout le système communauté de ça, qu'il va y avoir un géo, on peut imaginer une personne qui va être là tous les jours pour animer. En fait, le retour qu'on a eu des opérateurs et des co-livers, c'est qu'en fait, les gens, ils payent pour être chez eux. Et ils n'ont pas envie d'avoir quelqu'un d'externe à la maison ou à l'appartement qui vient tous les 2 jours pour leur dire bon, est-ce que ça va et faire l'animateur. C'est pas ça qu'ils cherchent. Okay. Donc c'est là où, pour moi, un opérateur aura réussi sa mission de communauté, c'est de pouvoir créer cet espace et pouvoir permettre les échanges tout en n'étant pas là. Par contre, à la différence de la colocation, dès qu'il y a un vrai problème,
La colocation, vous êtes tout seul et c'est à vous de régler les problèmes avec les autres colocataires. C'est là où la différence, c'est qu'il y a un professionnel qui est là dans le co-living et qui est là pour arranger tous les petits sujets. Exactement ça. Tout à fait d'accord. En urbanisme, Alexandre, il y a une distinction entre habitation et hébergement. Le co-living, c'est de l'habitation ou de l'hébergement? Habitation, hébergement. C'est habitation sous destination hébergement. Ok. Et tu as aussi un commercial sous une destination commerciale. Ok. C'est vrai qu'aujourd'hui, quasiment une grosse partie du co-living va dans la destination habitation-hébergement. Après, il y a certains opérateurs qui veulent aussi positionner leur offre sur une partie de leur offre sur de la moyenne courte durée et ont besoin de cette commercialité. Ils vont plus aller sur la destination commerciale hôtel. D'accord. Donc, Victor, c'est de l'habitation. Nous, on est clairement dans la destination habitation, sachant que je pense qu'on a une durée moyenne de séjour qui est plus longue que du co-living un peu plus hôtelier, et donc les gens restent 1 an et demi, et donc de fait, en plus, c'est vraiment leur résidence principale, et on est en habitation. Ouais. D'accord. Et alors, du coup, la Casa, en tant qu'opérateur co-living, est locataire de ces maisons ou propriétaire? Alors, nous, on achète les maisons. D'accord. Et donc on a une partie foncière qui achète les maisons, qui fait les travaux, et ensuite qui les confie en gestion à la Casa, qui derrière gère les maisons. D'accord, ok. Et du coup, il y a un contrat au milieu, il y a un bail entre la société foncière et la Casa? Ouais. Ok, c'est quoi? C'est un bail? Un bail commercial, mais sachant qu'à la fin, c'est un bail d'habitation qui est signé, et c'est ça qui compte. D'accord, donc on peut signer un bail commercial et après faire signer un bail d'habitation au co-liver. Ouais, c'est le bail d'habitation qui s'impose. C'est-à-dire que si par exemple le bail commercial devait être rompu, on dirait pas à quelqu'un qui habite là en résidence principale, maintenant il faut partir. C'est ça qui compte. D'accord. Alors du coup, en parlant de résidence principale, si j'habite à la Casa, c'est ma résidence principale? Ouais. J'ai droit aux APL? Oui. J'ai droit à toutes les aides? Oui. Et dans les autres? Ceux qui ont une destination, ceux qui signent avec un bail meublé ou un bail colocation, oui. Ouais. Après, il y a un troisième modèle qui arrive, qui est aussi le bail mobilité, où là, on est capé, c'est 8 ou 9 mois de mémoire. D'accord. Ce n'est plus une résidence principale et je pense que les aides ne sont pas les mêmes. Mais pareil, ça dépendra de l'opérateur et qu'est-ce qu'il voudra mettre en face. Okay. L'avantage du bail mobilité est d'avoir cette flexibilité et de se dire que je ne suis pas forcément lié à mes locataires. En général, c'est des résidences principales, mais tous voilà, les opérateurs. Le co-living, c'est une nouvelle façon d'habiter et de se loger. Donc on est sur un bail meublé ou un bail colocation. Ok. Et pour parler de prix, du coup, on en parlait vaguement tout à l'heure. Toi qui a plein d'annonces sur Co-Live.me, c'est quoi la fourchette un petit peu, à quoi on peut s'attendre? Du plus bas au plus haut? On est un studio plus service, donc dans Paris, on va être aller entre 900 et 1100, 1200 pour les plus chers. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu toute cette vague dont je vous ai parlé de Airbnb et d'hôtels qui ont voulu switcher sur le co-living. Bureau aussi, non? Bureau. Des bureaux en co-living avec du coup le télétravail? En coworking, tu veux dire? Mais transformés. Des bureaux transformés. Des bureaux. Ah oui. Tu parlais d'hôtels. Ouais, non, mais après, c'est des hôtels qui restent en hôtel, ouais. mais qui ont prévu tout un étage pour le co-living. Ok. Et après, la transformation de bureaux en co-living, ça, c'est un nouveau concept qui va arriver et on reste sur un espace de co-living classique. Ok. Et en fait, tous les Airbnb et les hôteliers, ils avaient un chiffre d'affaires qui était beaucoup plus important parce qu'ils étaient surtout sur le court séjour. Et on a eu un vrai travail à faire avec eux en disant, en fait, vous pouvez proposer sur Co-Live.me, pas de problème, faites-le à 1300, 1500, 1600, mais vous n'aurez personne. Il y en a certains qui ont tenté et qui sont vite revenus et qui se sont dit, en fait, voyez, on est sur Et donc les gens, même avec le meilleur espace possible, sont pas prêts à payer 1500, 1600 pour un espace de co-living. Bien sûr. Et donc, en fait, c'est vraiment le marché après qui a fait le prix et ils ont bien sûr diminué les prix pour se mettre à un prix de marché qu'on a. Très bien. Et du coup, sur le loyer que je vais payer, est-ce que, donc c'est considéré comme un loyer, je suppose? C'est un vrai loyer dans le cas de la Casa?
Ouais, disons qu'il y a ce que disait Alexandre, il y a les deux. Donc, la casa, c'est à peu près 650 € pour la partie loyer. Il y a 70 € de charge pour l'énergie, l'eau, et ensuite il y a à peu près 200 € de services avec toute la palette de services qu'on propose, tronc commun qu'on trouve dans toutes les casas, avec le ménage, avec Internet, avec la maintenance, et puis les services spécifiques au thème ou à la casa. Mais c'est des paiements différents ou c'est tout inclus? Et c'est tout inclus. Ok. Enfin, il y a deux paiements, si tu veux, mais il y a deux paiements différents. Ok, deux paiements différents. Et du coup, vu que c'est bail habitation, dis-moi si je me trompe, il n'y a pas de TVA sur le loyer? Exactement. Ok. Contrairement à d'autres opérateurs où il y a de la TVA sur le loyer. Qui sont plus sur quelque chose type courte durée. Tout à fait. Ok. Donc, aujourd'hui, je suis fan du co-living. Vous m'avez convaincu. Je vais le faire. Comment ça se passe? Comment la casa prend en charge mon dossier? C'est quoi les démarches que j'ai à faire? Alors, en fait, à la casa, tu vas commencer par un dossier de candidature, très rapide à remplir sur Internet, et programmer un appel en visio avec l'équipe qui constitue les communautés ou alors qui gère les rotations quand il y a quelqu'un qui part. Et là, tu vas avoir un call de 20-30 minutes avec Manon, Luna ou Julien qui vont tester tes motivations et ta compatibilité avec la vie en communauté. Oui, parce que c'est vraiment un état d'esprit. Voilà. Et donc nous, on va s'assurer que par exemple, si tu dis, moi je viens avec un animal de compagnie et que c'est pas quelque chose qu'on veut imposer aux résidents, et donc ça, ce sera leur choix de dire ok, pas ok là-dessus. Donc en tout cas, on te donne toutes les infos. On vérifie que les points potentiellement qui peuvent poser problème sont ok pour toi et que tu es motivé. Et après, on envoie ton dossier à la casa de ton choix. Et là, c'est eux qui vont prendre contact avec toi pour... c'est eux qui décident si je... Exactement, c'est de la cooptation. Si c'est de la cooptation. C'est pour ça aussi que nous, on délivre cette promesse de vie en communauté. C'est-à-dire que nous, on va envoyer des dossiers de gens motivés où on va dire, oui, ok, eux, ils sont compatibles avec le co-living et la casa. Mais c'est votre casa qui décide. Et donc, si tu veux aller à la casa des chefs de vie juifs, il y a quelqu'un qui part, on va envoyer 3-4 dossiers et ils vont te contacter. Et soit tu feras une visio avec 4 ou 5 personnes de cette casa, soit il n'y a plus de Covid et tu pourras y aller pour les rencontrer. Et c'est eux qui vont choisir avec qui ils veulent vivre. Et ça arrive qu'ils refusent? Et surtout, ils choisissent entre plusieurs personnes. Mais si toi, tu es super motivé et que tu dis, moi, mon kiff, c'est j'ai envie d'habiter dans une casa, et que tu n'as pas été pris... Moi, je vous fais à manger tous les soirs. et que tu n'as pas été pris dans celle-là, on peut aussi te proposer d'être fondateur d'une casa qui va ouvrir. Et dans ce cas-là, entre guillemets, tu as ta place garantie, et c'est toi qui fera partie de l'équipe qui va compléter cette casa et choisir avec qui tu vas habiter. D'ailleurs, j'ai une idée de casa. Après, je vous en parle. Ouais. Et du coup, où j'en étais, Alexandre, est-ce qu'un dernier mot pour les autres opérateurs? Comment ça se passe? C'est à peu près pareil? Alors, Victor, il est un peu plus compliqué parce qu'on travaille pas mal avec la casa, et c'est plus compliqué parce qu'en effet, pour une place, il va falloir lui en proposer plusieurs. Ok. Alors, mais vous travaillez ensemble ou vous travaillez pas ensemble? Si, on travaille ensemble. En fait, moi, aujourd'hui, mon objet... Après, Victor travaille avec d'autres plateformes, bien sûr, mais une des plateformes avec qui tu travailles, Victor... Oui, bien sûr, on a une bonne partie je crois, peut-être 10 ou 15% des nouveaux résidents qu'on a trouvés grâce à co-living. La casa n'est pas en exclusivité chez co-living. Bien sûr que non, et puis ça serait complètement aberrant. Et, donc non, mais... Mais pourquoi vous disiez que vous travailliez pas ensemble au début? Non, on parlait d'un autre sujet sur apporteur d'affaires pour des biens immobiliers. Oui. Ok, donc vous n'avez pas encore apporté d'affaires à la casa. J'ai essayé. Ok, j'ai tout compris. Mais donc la sélection de Victor, c'est là où il va sélectionner beaucoup plus. D'autres, ça c'est assez spécifique. Ouais, c'est assez spécifique. Mais moi, en fait, si j'avais un rêve dans le co-living, mon but ultime, ça serait que tous les opérateurs, au niveau du dossier administratif, ils aient juste besoin d'une carte d'identité et d'un simple, on va dire, relevé de banque, et ça suffit. Et si on en arrivait là, en France, à tous les opérateurs, je pense qu'on aurait fait un énorme pas. C'est compliqué parce que il y a toutes les difficultés administratives qui peuvent être derrière, et je peux comprendre que un opérateur a envie de vérifier tout ça. Mais je pense que la force du co-living, si on en arrivait là, en se disant qu'une personne, elle a juste à mettre sa carte d'identité et un justificatif pour financier, et que c'est très totalement ouvert, ça serait juste le rêve. On passe tout de suite à la dernière séquence, #le débat. L'immobilier pour tous, #le débat.
Le monteur s'est endormi. Il nous reste 2-3 minutes. On va conclure sur la situation actuelle. On en parlait un petit peu tout à l'heure. Forcément, on en parle naturellement. Le Covid, pour vous, quel a été l'impact de la crise sanitaire sur le co-living ? Alexandre, commence. Pour moi, un vrai boost. Ouais. D'une part, rare quand même. Ouais, c'est rare, mais moi j'y crois à fond. Déjà, les espaces partagés qui sont proposés. Et après, les mesures qui sont mises en place par les opérateurs comme Victor. Aujourd'hui, il faut savoir qu'ils sont pas tout seuls, les co-livers. Qu'aujourd'hui, par exemple, ils vont intensifier le ménage dans les parties communes. Ils vont prévoir des livraisons de paniers repas pour certains opérateurs. Ouais. Donc en fait, ils mettent tout en place pour que le co-liver se sente encore plus en sécurité que s'il était dans son studio tout seul. D'accord. Donc c'est juste hyper fort. Donc un vrai boost pour moi sans... T'as pas ressenti des co-livers qui étaient plus réticents à intégrer des casas avec la peur du virus ? Alors, nous, si tu veux, l'impact, ça a été un mixte de deux choses. Il y a moins de gens qui sont arrivés à Paris pour prendre un nouveau job parce qu'il y a une petite crise économique. Et en revanche, là où je rejoins Alexandre, c'est que il y a énormément de gens qui ont juste pété les plombs à tourner en rond dans leur studio, à télétravailler toute la journée, et puis après, on enchaîne avec le couvre-feu. Et donc, on a eu beaucoup de gens qui voulaient... partager des espaces, avoir une terrasse, voir le soleil et puis rencontrer les gens sympas. Donc on a eu effectivement une forte augmentation. Et après, ça n'est pas sans poser de problème, parce que c'est aussi, tu vis en télétravail avec 12-15 personnes, c'est pas forcément fait pour, donc faut pas se voiler la face sur ce genre de choses. Et pour ce qui est de la crainte, si tu veux, des gens qui sont vraiment à risque, je pense que effectivement il y a plus de risques en habitant en communauté qu'en habitant tout seul. Et après, en fonction des communautés, les mesures sont plus ou moins strictes sur le port du masque en permanence ou alors à certains moments. Et ça, c'est dans chaque maison, chez nous à la Casa, ouais, que ça se passe. Un de tes co-livers a déjà eu le Covid ? Il y a je sais pas, 10% de la population française qui est le non, Covid. Bien sûr. Bien sûr. Pour savoir comment ça se passait, est-ce qu'il restait du coup enfermé dans sa chambre ? En fait, quand t'as le Covid, c'est comme t'es chez toi de toute façon. Donc quand t'as le Covid, tu restes dans ta chambre. Si imagine tu habites en famille, t'as le Covid, tu restes dans ta chambre le temps que ça passe, et puis les autres vont se faire tester. Okay. Et ça, en fait, ça s'est passé ni plus ni moins. Pareil que n'importe où dans un appartement où habite une famille. La Casa, une grande famille, quoi. Voilà. Et okay. ce qui est en plus pour appuyer tout ça, c'est qu'on a remarqué dans le monde du co-living que la diminution du taux d'occupation était de l'ordre de 10-15% sur l'ensemble des opérateurs pour faire une moyenne. Et en fait, c'est là où ça a été un énorme boost, parce que en comparaison, il y a les appart-hôtels, les hôtels où ça s'est cassé la figure, on était proche de zéro. Et en fait, là, il y a tous les investisseurs institutionnels de l'immobilier qui se sont dit, mais attendez, en fait, c'est pas juste un mot co-living anglais, là où il y a des gens qui vont s'amuser. C'est un vrai truc. Et il y a un vrai concept. quelque chose. Et depuis la fin d'année, on a énormément de personnes, de professionnels de l'immobilier qui nous disent, mais en fait, nous, on veut développer du co-living. C'est pour ça qu'aussi, au-delà de la demande de particuliers, du côté du développement, il y a vraiment quelque chose qui s'y passe. Ah, mais j'en suis convaincu, et la Casa et Co-Live Me, il y a un très très bel avenir. Merci. Devant vous, j'en suis convaincu. Écoutez, c'était un plaisir. Vraiment, j'ai vraiment kiffé l'émission. J'ai appris plein de trucs. J'espère que vous avez apprécié. C'était cool. Ouais, super. Très cool. Merci, Mickaël. Merci, Merci, avec plaisir. C'était vraiment très, très sympa. J'espère que vous avez aimé, que vous avez commenté, que vous avez posé des questions ou quoi, que vous êtes instruits aujourd'hui. Et puis, je vous dis au mois prochain pour une nouvelle émission, pour le 7e numéro. Bisous à tous. Merci. Ciao, ciao. Merci beaucoup. L'immobilier pour tous, une émission à réécouter et télécharger sur radio-imo.fr, l'application mobile Radio Imo et tous les agrégateurs de podcasts.